De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus, une heure de débat sur l'actualité. Et comme je vous le disais avant la coupure pub, eh bien, comme tous les mardis, nous recevons nos spécialistes du numérique de l'association Webash. Et ce soir, nous avons Daryl Pézeron. Bonsoir Daryl. Bonsoir. On a aussi Yoël Pépin. Bonsoir Yoël. Bonsoir. Miguel Garin, bonsoir Miguel. Bonsoir. Jacques Harry. Nous pouvons même commencer. Et nous avons Mehdi Ahmed également. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Donc les membres de l'association Webash, mais nous avons également Karine Duménil. Bonsoir Karine. Bonsoir, très cher. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. C'est vrai, mais regarde, je suis encore là. Comment tu te portes-tu? Bien, plutôt bien, ça va. Et les activités? Les activités avancent, on développe, on... Toujours engoué, vous? Oui, quand on me voit pas, c'est que je charbonne, c'est un casse-roc les têtes, c'est comme des agriculteurs, là, je laboure le terrain, quoi. Très bien, tu prépares le monde de demain. Enfin, tu essaies de préparer la Guadeloupe, en tout cas, exact. au monde de demain. On est en retard et on se rattrape là, on est bon, hein. On commence à être bon. Ouais. On a vu les labels French Tech, etc. On commence à être plutôt pas mal. Ouais. Ok, on en parlera de toute façon en deuxième partie. Là, sur la première partie, on va se concentrer donc sur des dispositifs de contrôle très appréciés de la population guadeloupéenne, n'est-ce pas? Il s'agit des radars, de ces nouveaux types de radars, dits Tourelle ou Mesta Fusion 2, enfin, prenez l'appellation qui vous plaît. Des radars, mais on n'en sait pas grand-chose finalement. Et justement, Yoël nous a préparé une petite présentation pour nous expliquer comment les radars fonctionnent et à quel point ils peuvent être intrusifs. Bon, ça c'est mon commentaire. on peut y aller, Yoël. On prépare les documents. Jordan, est-ce que tu es prêt? Et dès que tu es prêt, on balance. Lego. Et donc ces radars, comme tout le monde le sait déjà, peuvent détecter les voitures sur plusieurs mètres, 500 mètres très exactement. Non, 100 mètres, pardon. 200 maximum. mètres. On nous avait dit 200 maximum. Moi, j'en ai lu 100. 100. Et sur 10 mètres, elle détecte les excès de vitesse. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs caméras sur la tourelle. Mais à partir d'une certaine distance, elle voit les plaques d'immatriculation, les personnes qui ont des ceintures ou pas, mais on reviendra plus tard sur ceux qui activent ou pas, les personnes qui dépassent, les personnes qui griller les feux rouges et sur une petite portion les excès de vitesse. Okay. Alors déjà il faut savoir que donc, tout selon la distance, les infractions sont relevées déjà selon la distance. Exactement. Okay, je savais même pas. En fonction de la distance, on peut voir si, déjà, c'est relié au feu rouge. Vous avez dû en entendre parler. Il y en a un qui s'est installé dernièrement devant le McDo, je crois. À Mancaruel. Exactement. Et il y a les feux rouges qui sont de nouveau actifs. Du coup, quand vous grillez le feu rouge, il vous prend directement en photo. Alors, si c'est relié au feu rouge, parce qu'il n'y a jamais de feu rouge le week-end. Ah, c'est revenu. Là, c'est revenu. Là, il est à fond. Il y a de l'argent à faire, Karine. Il y a besoin d'argent. L'État, c'est une entreprise. Hein. Ah, mais clairement. Mais bizarrement, le patron, c'est nous, mais on paye quand même. Du coup, continuons. Il y a plusieurs caméras déjà. Il y en a une tout en haut du bloc. Vous avez déjà tu nous dis quand tu veux les visuels. Voilà, sur le visuel, on peut voir il y a un appareil photo déjà pour vous prendre en photo, pour prendre le cliché de l'excès de vitesse. Juste en dessous, il y a le fameux radar UMR qui permet de voir plusieurs voitures en même temps et de toutes les contrôler en même temps. Et ensuite, vous avez la caméra vidéo qui permet de faire l'intelligence artificielle et retracer qu'est-ce qu'une voiture et autres. Tout ce système-là est connecté ensemble pour fonctionner. Ensuite, il y a les modules. Alors, petit aparté, oui. Tu nous as dit que ça peut contrôler plusieurs véhicules en même temps. On est à sur 127 oui. véhicules donc, en même temps. Donc même si vous pensez comme avant, on se disait je la voiture derrière lui. Voilà, exactement. Il se fait flasher, moi. Alors là, non. Déjà, c'est mis en hauteur exprès pour avoir tout le monde en même temps, mais de plus. 127. Oui. 127 voitures. Énorme. Mais est-ce qu'il y a bon. On verra bien. Hein. Là, vous avez déjà vu. Est-ce que des personnes ont déjà reçu des contraventions, etc. Moi, je n'en ai pas encore reçu. J'avoue, j'ai fait des excès devant les caméras. Mais apparemment, en ce moment, c'est actif maintenant. Okay. Il y en a qui commencent à en recevoir. Et on les reçoit sous deux formes. Soit les feux rouges, soit les excès de vitesse. Il y a les... Il n'y a pas encore pour les il y avait quand même une marge de 5 km/h. Est-ce que la marge, elle est... Exactement, j'espère. Mais malheureusement, on ne sait pas encore qu'est-ce qui est pris en compte. Est-ce que quand on grille un feu rouge, le moment où on le voit en rouge, ça
ça va, mais à partir du moment où on est sur le rouge, est-ce que ça va compter? On ne sait pas encore, ça c'est eux et eux, mais sur les clichés, quand vous recevrez la contravention, on pourra clairement le voir. On reviendra dessus tout à l'heure. Je disais, il y a le module vidéo aussi, et ce module-là, c'est justement pour les ceintures non attachées. Normalement, ce n'est pas encore légalement actif, mais c'est pour les dépassements sur la gauche aussi, sur la droite ou sur la droite, pardon. Et sur toutes les autres choses, les plaques d'immatriculation, etc. Quand on fait un repérage, est-ce que c'est la personne qui est titulaire du véhicule, qui est associé à la voiture, par exemple, pour les assurances ou pour les autres. Ensuite, il y a aussi le module d'alimentation, bon, c'est l'alimentation de la machine, et en bas, la caméra vidéosurveillance, ça, c'est pour les personnes qui vont essayer de détruire le radar tourelle. Alors, il est où, là? C'est où la caméra en bas à gauche, en bas à gauche. Hein, alors, parce que ça n'a pas l'air très efficace. Hein, oui, parce que justement, ça ne voit que de... Mais apparemment, il y a eu un dispositif qui va être mettre en place, parce qu'en France, pas seulement en Guadeloupe, beaucoup de radars tourelles sont descendus, brûlés, décapités. Ah oui, clairement. Clairement, c'est la fête au radar en ce moment-là. D'ailleurs, je pense sur la photo suivante, on peut le voir, je crois. Est-ce qu'on peut avoir le prochain cliché, Jordan? Ok, bon, je vais expliquer ce visuel-là. Là, par exemple, c'est une infraction de franchissement au feu rouge. Franchissement, pardon. Et là, on peut voir, par exemple, là où ça a été pris. En fonction de chaque petite information, on a la date, on a là où était la caméra, l'heure, on a l'identification du véhicule, on a le feu rouge dans la localisation, c'est une localisation. Oui, par exemple, quel Louis Pasteur, où on peut voir l'intersection, la direction pour voir vers où la caméra était située, la ville, etc. Bon, ça, c'est plus pour la France. En Guadeloupe, il suffit des 2 premières lignes. Mais je pense que ça intéressera tout le monde de savoir qu'est-ce qui a été fait. Si je me rappelle bien, dans le DFR, il y a la durée de l'infraction. C'est-à-dire que si, par exemple, on était à plus de 100 km/h, combien de temps on était? C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de freiner. Parce que ça vous prend, comme je l'ai dit, sur 10 mètres, ça prend le cliché et ça vous dit vous êtes en infraction, mais sur plusieurs mètres, ça vous voit déjà arriver en sachant quelle est votre vitesse. Donc, c'est sur les 10 mètres que ça vous... ça sert à rien. Relativement oui et non. Je ne sais pas encore ce qui va être comptabilisé ou pas, mais normalement, c'est sur les 10 mètres, si vous êtes toujours en infraction, là, ça prend le cliché et là, ça vous recevez l'amende. Moi, ce que je me demande, excuse-moi, c'est par exemple pour cette infraction-là, tu sais que des fois, par exemple, pour un feu rouge, tu sais, s'il y a une voiture derrière toi qui est super collée, que tu normalement, enfin bon, je sais pas si mon auto-école c'est la règle, tu peux peut-être passer le feu rouge pour ne pas avoir l'accident. Pour ne pas avoir la collision à l'arrière. Mais comme ce sont des machines, je pense que voilà, c'est ça. Elle va pas réfléchir comme ça la machine. Mais vu que tu as dit qu'il y a une IA dedans. Peut-être qu'il y a 2 voitures collées. Je ne pense pas qu'il faut compter sur l'IA pour ça. Je pense qu'ils ont surtout développé l'IA pour bloquer un petit peu la personne, plutôt que pour chercher à excuser. Et je pense qu'ils font appel quand même à l'expertise d'un humain, espérons, si ça ne fonctionne pas trop bien, pour vérifier ces clichés avant de les envoyer. Peut-être si on conteste, hein. Peut-être si on conteste. Si tu contestes pas, moi la question que je me pose, c'est sur une infraction telle que celle-ci, quand on reçoit l'amende, est-ce qu'on a le cliché qui va avec? Parce que souvent on reçoit des amendes 3-4 mois après, on se dit est-ce que je suis passé par là moi? On a les indications, là, on n'a aura pas de cliché. Donc là, on pourra avoir les clichés. Exactement. Apparemment, c'est ce qui est fait. En France, ça se fait déjà malheureusement en hexagone. Ça se fait vraiment et on reçoit l'amende et le cliché comme ça, comme vous le voyez ici. Parce qu'à un certain moment, on ne pouvait plus contester les amendes. Tu ne peux pas contester, tu es là. Tu peux dire que c'était pas moi tu n'étais pas toi. Ouais. Et là, ils te pondent un zoom. Nickel en 4K. Et là, on peut te voir dans le rétroviseur. En plus de ça, tu n'avais pas ta ceinture. Mais vim. Mais bien heureusement, faut pas dire ça, mais donc c'est que vitesse pour l'instant, c'est que vitesse finalement. Normalement. Et feu rouge. Peut-être qu'on aura les lignes continues par la suite. Enfin, ils ont prévu de mettre pour ligne continue, pour téléphone portable, pour si on mange. Enfin, pour téléphone portable, c'est pas déjà appliqué les infractions. C'est pas sur les radars encore. Ça le détecte, mais normalement ils n'ont pas encore le droit d'envoyer pour ces raisons-là. C'est dans le petit module du carré. Enfin bon, c'est toute cette partie vidéo où c'est surveillé plus de 100 mètres
avant. D'accord. Mais tout ce qui est sur les 10 mètres, c'est ce qui est relevé en gros. Alors, pourquoi je pose cette question parce que récemment sur WhatsApp, on a vu quelque chose circuler où des gens recevaient des amendes parce que Rubé et Crel, ils n'avaient pas leur ceinture, enfin le stop. Oui, j'ai vu ça, Alors, mais on n'a pas vérifié l'info. Ouais, je sais pas s'il y a un radar place à Jarry. Ou est-ce qu'on a le droit d'utiliser la vidéosurveillance de la ville pour... On va en venir juste après, je vais enchaîner dessus. Mais continuons par exemple le cliché suivant. C'est un autre type, là c'est la vitesse par exemple, et il faut ne pas oublier que c'est sur les 4 voies des fois, donc là on ne voit pas, mais normalement c'est sur 4 voies, donc si vous voyez un radar tourelle de l'autre côté de la rue et que vous savez qu'il est là, des fois il peut vous prendre. Donc, dans les deux sens. Effectivement, le mât en hauteur. Mais oui. Alors là, l'infraction là à 93 km/h, donc on n'a plus cette marge de 5. On a toute l'information là. Purée, c'est abusé. Excusez-moi, mais là. C'est de plus en plus précis d'ailleurs. Je disais que justement beaucoup de personnes pensaient que ça ne prenait qu'un côté, alors que c'est capable de prendre les 4 voies, surtout qu'en Guadeloupe, on est souvent à 2 voies, 2 voies. Ouais, 2 fois 2 voies, donc c'est le maximum. Beaucoup de personnes pensent que non, c'est que pour les personnes de ce côté-là, alors que non, pas du tout. Mais retirer cette idée de votre tête. Ça dépend. Enfin, comment dire, je viens de dire, mais oui, par exemple, là, on voit qu'il y a 4 voies sur la photo. Si le mât est positionné suffisamment haut ou suffisamment à gauche, on peut voir la plaque. Mais par exemple, celle-ci, c'est clairement la voie, cette seule voie qui est prise. Parce qu'on ne peut pas voir la plaque de celle d'avant, sur la gauche. Plus loin, on la voit si on oui, on voit à gauche, mais on voit un peu plus loin. On voit ça, la voiture, mais on voit pas la plaque. Par contre, pourquoi on a la référence de l'arrêté préfectoral ? Ça sera avec, normalement. Ah ben pour bien. Mais l'arrêté. Ça c'était la phase de test d'ailleurs. C'était une entreprise. Le nom qu'il a mis avant. J'ai oublié le nom. Mais tout à l'heure, Miguel parlait de la distance, mais c'était vendu comme ça le radar tourelle, c'est-à-dire de pouvoir détecter la distance de sécurité qui n'est pas respectée. Alors c'est comme le deuxième module, c'est-à-dire que c'est déjà actif pour le feu rouge et pour l'excès de vitesse. Mais les autres modules, dont celui pour regarder la caméra, vérifier la distance de recul, c'est dans le module qui n'est pas encore légalement... Il est installé, mais légalement utilisé. Donc il peut déjà être mis en place, mais pas clairement. Verbalisable. Non, il est encore en test. Ok. D'accord. Donc je vais passer à la suite. Le cliché suivant, je crois qu'on va voir les méfaits. Les gars, ils ont le temps. Ils ont le temps. Alors ça, c'était au début. Quand ils faisaient des petits mâts où l'acier. C'est les premières versions. Exactement. Les versions plastiques. La version bêta. Mais tous les jours, ça s'améliore. On peut voir sur le cliché suivant. Donc ça, c'est les premières versions qui étaient facilement sciables. Donc le mât, effectivement, était le point faible des installations. Oui. Là, par exemple, malheureusement, on ne voit pas toute la photo, mais on peut voir que sur la droite, que le mât c'était juste un cercle comme ça qu'on mettait sur une partie en béton. Donc, dès que vous sciez le haut du mât, à partir de là où il n'y a plus de béton, vous avez fait tomber le radar tourelle. Sauf qu'ils ont très rapidement changé ça sur le cliché suivant, en mettant des mâts renforcés où il y a la totalité du mât, qui est un alliage qu'on ne peut pas scier, un alliage qui est du haut vers le bas et dans le béton. Donc, bonne chance pour couper cela. Donc, quasiment indestructible. C'est pour ça qu'ils ont changé de méthode. En fait, ils sont passés à la scie, puis maintenant aux incendies. Alors, les incendies non plus. Bon, j'ai pas pris les photos pour ce soir, mais les incendies, au début, ça fonctionnait très bien. Le mât, il tombait en arrière, fondu. Et il y avait le câble qui partait dans tous les sens. Maintenant, c'est fait pour ne pas prendre le feu. Ok. Moi, je pense la petite blague en rapport avec le thème de la dernière fois. On peut faire une maison peut-être en mât, comme ça va résister au cyclone. C'est pas mal ça. C'est vrai que est-ce que ça va résister au cyclone? Si on a un alliage qui résiste au séisme, cyclone, etc. Effectivement. Donc on le met pour les radars, mais pas encore pour les constructions. Après, il faut voir le prix. Il faut voir le prix aussi d'alliage. Effectivement, mais on peut mettre le prix pour des radars, visiblement. Mais ça, c'est l'État. Il y a aussi le fait que beaucoup de radars et plus de 3/4 des radars sont des faux. Comme on peut le voir par exemple sur le cliché suivant, beaucoup sont en fait des... Il n'y a pas de cabine à la base. C'est des leurres en fait. Ils appellent ça des cabines à la base. Ouais, des leurres. Alors, il y en a qui sont faux. Selon vous, lequel est le faux?
Le Entre premier. l'image du Ah, haut sans et lire. l'image du bas, moi je dirais que c'est l'image du bas. Pareil. Ouais. Alors l'image du bas, oui, c'est une petite, c'est soit une impression 3D, soit une petite image collée. Ça dépend de ceux qui font. Petit budget. En haut, on peut très clairement voir que c'est du vrai. Surtout que quand vous vous déplacez, vous le verrez. Mais bien sûr, ça va de sembler suspicieux si vous vous balayez. Moi, c'est par rapport au reflet dans l'optique. Donc c'est pas la peine de faire des petits langages de signes quand on passe devant, quoi. Non. Des fois, il y en a beaucoup qui sont vides, c'est juste des cabines. Alors pourquoi la préfecture avait prévenu. Quand ils ont installé le premier, ils avaient dit effectivement qu'il y aurait un certain pourcentage. Ça ne sera pas forcément toujours les mêmes. Et ça souvent, doit tourner. Exactement. Ça tourne. Il y a des moyens très simples de voir si c'est déjà sur cette image, de voir si c'est du faux. Aussi, quand vous allez en dessous, vous entendez un petit bruit de climatisateur. Comme un ordinateur. C'est chaud au travail, donc ça doit refroidir. Après, il faut faire une communauté pour à 110. À 110, tu vas pas mater. Est-ce que le radar attends le petit ventilo. Parce qu'on a déjà une communauté pour savoir où est-ce qu'il y a des radars. Maintenant, est-ce qu'il y aura une pour savoir lesquels sont vrais, lesquels sont faux? Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est le coût des radars. Si on a 3/4 de l'heure, pourquoi 32 000 € l'unité? Qu'est-ce qui coûte 32 000 € là? Est-ce que c'est le boîtier seul ou est-ce que effectivement c'est le boîtier? La technologie. Mais t'as la technologie, t'as le mât. C'est énorme, en alliage. 32 000 €, c'est le prix d'une voiture neuve. Moi, je suis désolée, même s'il y a la techno, mais tous les radars sont pas équipés. Si on a 68 radars, on n'a pas 68 radars. C'est vrai qu'on n'a pas le détail du prix. On n'a pas le détail du prix. On ne sait pas à combien revient le mât, à combien revient justement le boîtier, le gros boîtier. On ne sait pas à combien coûte chaque boîtier, puisque Joël nous expliquait qu'il y a pour la vitesse, il y a pour le téléphone, il y a pour il y a plusieurs boîtiers. On n'a pas le détail en fait. On nous a balancé 32 000 €. Le boîtier pour les ceintures, téléphones, etc., il est optionnel, donc probablement. Voilà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui est compris dans le prix. On a fait que nous dire ça coûte 32 000 €, mais c'est un forfait. Voilà, ça doit être un forfait. J'imagine un peu les personnes qui disent bon, ça coûtait ça, je prends ça et je laisse le reste pour. Non mais enfin, je sais pas, vous êtes d'accord que boîtier techno ou pas, moi je trouve le prix excessivement cher, quoi. 32 000 €, et si c'est un leurre, c'est quoi? C'est le béton qui est en alliage en kryptonite, enfin je sais pas, quoi. L'installation. Il y a ça aussi. On m'a dit aussi qu'il y a l'installation, la configuration qui coûte aussi de l'argent. Ça, je crois que c'est dans le coût d'entretien et c'est à part des 32 000 €. Mais je crois que grosso modo c'est plus que 32 000. Et alors j'ai une autre question, je suis désolée, concernant le coût. J'aimerais qu'on me confirme l'information. À ce qui paraît, chaque radar installé sur une commune, il y a une partie de l'amende qui est reversée à cette même commune. Oui. Mais pourquoi faire? C'est pour permettre à la commune mettre d'autres radars. Justement entretenir ses routes. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aux abîmes. D'accord. Mais les abîmes, c'est quand même la plus grosse. C'est la route où les routes sont les plus pourries, excusez-moi. Bon, on peut généraliser. Moi, je veux même pas citer les abîmes. Moi, je suis fatigué de tomber dans des. Même à Jarry, tu rentres à Jarry, tu peux crever ta route. C'est vrai. À tous les carrefours. Mais sincèrement, au niveau de la route, on peut pas nous dire qu'on paye des amendes maintenant pour l'entretien des routes, parce que clairement, boucher des trous pour moi, c'est pas entretenir la route. Et on est spécialiste dans ça ici. Tu vois, on a des exemples partout. On pourra aller partout en Guadeloupe, il y a des trous partout. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, monsieur Gall, il n'y a pas de trou à Monalo, d'accord? On sait d'où viennent les gars. Il n'y a pas de trou à Monalo. On continue. Alors, je vais faire une transition. Si vous regardez l'actualité, vous êtes au courant que sur Paris, il y a beaucoup de manifestations par rapport à ce qui s'est passé malheureusement pour Michel Zéclar. C'est un Martiniquais? Oui, c'est un Martiniquais. Je ne savais pas. Michel Zéclar, c'est ça? Ça m'a permis de partir sur un sujet très important, transition, caméra de sécurité. Sans cette caméra de sécurité, il serait en prison à l'heure qu'il est. Ah oui. Avec les fausses dépositions, avec tout ce qui s'est dit autour, sans caméra, et ça aurait été mieux avec du son. Donc je prévoyais de parler un peu plus des caméras. Déjà, un petit point info, vous savez que sur la BMAO, il y a beaucoup de caméras, tout le temps. Par exemple, j'ai une collègue qui a eu un accident de voiture, quelqu'un a fait un délit de fuite et on l'a retrouvé grâce aux caméras de BMAO. Mais personnellement, c'est toujours très intéressant de mettre une caméra chez soi.
Justement, quand cela vous arrive et que vous dites que c'est tout le temps les autres, le jour où ça vous arrive... Ça nous est oui, ça a son utilité. Il y avait justement une personne qui était rentrée par effraction chez nous, et enfin, plutôt dans notre jardin, je veux dire, et il s'était amusé. Comme on a un manguier, si tu veux, il s'amusait à récupérer les mangues et tout, et grâce aux caméras, on a pu le choper, et justement, on a pu l'identifier par la suite. Donc oui, effectivement, ça aide beaucoup, et même pour identifier les animaux du voisin qui vient chez toi, tu te dis, mais... Ah, c'est pour cela que tu les chasses. Ah, mais tu m'étonnes. Mais il y a une nouvelle le voisin, si tu vois tes animaux morts. On a vu les infos sur quelqu'un qui avait poignardé. Justement, quelqu'un parce que son chien a bouffé son chat. Exactement. Donc, son chat avait... Ah, mais on a cru que c'était Daryl. Mais bon. Daryl, abstiens-toi. Il y a une nouvelle techno sur les caméras de vidéosurveillance des particuliers aussi, notamment avec des drones. Donc là, aujourd'hui, il y a des technos qui sortent sur... des drones intérieurs. Des drones qui surveilleraient justement l'intérieur des maisons pendant que vous n'êtes pas là, mais par contre il faut créer l'itinéraire du drone dans la maison à l'avance, et le drone a le droit de tourner autour de la maison que 5 minutes maximum. C'est sûr. La vidéosurveillance en soi, quand c'est une application qui vient de nous, pour nous, là effectivement c'est pas problématique, ça peut aider à beaucoup de choses, mais le problème avec la loi de sécurité globale, c'est justement l'utilisation, ce serait l'utilisation des drones donc en extérieur, avec une diffusion des informations en temps réel et pas forcément qu'à la police. Tu vois ça comment, toi ? Alors, je suis du même avis pour les drones. Je sais que c'est compliqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de réglementations. Par exemple, avec votre caméra, vous n'avez normalement pas le droit de filmer une rue. Oui. Donc beaucoup de choses comme ça. On a déjà William, il n'est pas là malheureusement, qui avec son drone savait déjà qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne peut pas prendre en vidéo, et c'est compliqué parce que ça atteint la liberté des autres quelque part. Mais avec votre caméra, un peu comme notre, la personne en parlait, notre Martiniquais, vous pouvez filmer chez vous. Et il y a des moyens très simples. Par exemple, cette petite caméra, si on peut voir, je ne sais pas si on la voit, très petite, minuscule, qui fonctionne sur batterie, détection de mouvement, enregistrement de tout ce qui se passe. Ah oui, c'est une caméra. Et en Wi-Fi, qui se connecte en Wi-Fi. Donc je vais sur mon téléphone, je vois en direct qu'est-ce qui se passe quand elle est chez moi. Avec une batterie, donc n'importe où je peux la placer, une petite micro SD et détection de mouvement. Donc elle l'enregistre. Elle s'enclenche que quand il y a un mouvement. Exactement. Quand il y a un mouvement, elle commence à enregistrer et on lui donne une petite durée. Okay. C'est pas pour faire de la publicité, mais où est-ce qu'on trouve des petits des dispositifs miniatures comme ça ? 10 € sur Internet, oui. Sur Internet. Alors quelle est l'autonomie ? Son autonomie ? 4 heures. 4 heures en captation. 8 heures en veille, quoi. En veille, avant de détecter un mouvement, et 4 heures en pleine vidéo. En pleine vidéo, 4 heures. Ça va ? Bon, après moi, c'est une vidéo de 2 heures, mais elle avait déjà tourné avant de... Ah, mais c'est déjà bien. C'était super pour un petit appareil comme ça. Là, c'est du portable. Là, pour plus du statique, par exemple, dans un petit boîtier, ça, c'est un ordinateur complet. Tout seul, c'est un ordinateur. C'est pour ça que c'est quand même un peu plus gros que ça. Donc on peut mettre de l'intelligence artificielle qui détecte les visages, de la détection de personnes, d'activités, de mouvements aussi. Dans un petit boîtier comme ça, avec une pile ou branché en haut de quelque part, ça enregistre en permanence et ça peut vous envoyer une notification sur votre téléphone, etc. Remontre l'ordinateur en question. Petit truc comme ça. Ça peut être une montre. C'est un ordinateur. Pardon. Ça peut être plus grand qu'une carte de crédit en plus. Ouais, c'est une micro SD, c'est un HDMI, ça le fait, ça met des films en Full HD si vous voulez. C'est un petit PC. Ça aussi c'est un ordinateur, mais c'est de plus grande gamme. On peut sortir. Ça c'est un ordinateur à part entière, qui est vendu comme ça, qui peut devenir votre box 4G, ce que vous voulez en fait, mais ça peut aussi servir de caméra de sécurité de meilleure, de plus grande catégorie. Donc ça, 10 €. 10 €, parce que ça peut faire un peu tout, etc. Mais ça fait que caméra de sécurité. D'accord. J'en ai un petit que j'ai transformé en clé USB, mais c'est la même chose que le petit. D'accord. Petit 10 €. Oui, et ça quand même 60 € parce que ça peut faire. Mais quand on regarde les budgets, il faut sortir pour de la vidéosurveillance.
30 euros par mois minimum avec. Est-ce que tu peux donner les références c'est un Raspberry Pi 4 8 Go. Donc allez sur internet, cherchez Raspberry Pi, et justement ce sont les plus petits ordinateurs disponibles sur le marché. Un Raspberry Pi 0. WH pour le Wi-Fi, parce qu'il y en a un sans Wi-Fi, un avec Wi-Fi. Si vous n'êtes pas obligé de la connecter à votre box. Et ça, par contre, j'ai oublié totalement, mais vous cherchez. Ah oui, c'est My Smart Camera. My Smart Camera. Oui, alors celui-là, je le note. Et c'est plutôt AliExpress. Bon, d'ailleurs, faites attention quand vous allez dans un Airbnb, des fois il y a ce genre de dispositif. Non, mais c'est sur. Je viens de me rendre compte en fait que. Ah oui, c'est clairement ça. Ça peut être partout en fait. Et ça ressemble pas à une caméra. Non, c'est ça. Vous pouvez le mettre derrière n'importe quel objet. Tu peux le mettre dans une peluche, tu peux le mettre dans une peluche à la tête, ou derrière un réveil. C'est quelque chose qui se fait souvent. Les réveils à fond noir avec les lettres en digital. Vous mettez derrière. Vous filmez tout ce qui se passe. En fait. Dans un Airbnb, c'est abusé. Vous pouvez aussi le mettre sur les ampoules quand elles sont noires. Quand elles ont une sorte de fond noir, même une petite décoration, même les miroirs à faux teint. Ah oui. Parce qu'il suffit que de l'autre côté ça soit plus sombre que du côté où vous êtes, et de l'autre côté il vous voit et de votre côté il ne voit pas. Super. Et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas Yoel pour ces présentations et sur les radars et sur ces petits dispositifs miniatures de vidéosurveillance. On se quitte pour une petite page de publicité, on revient avec nos invités en plateau et on parlera de jeux vidéo. A tout de suite. De retour dans le Focus, nous sommes toujours en présence de Yoel, Karine, Miguel et Mehdi. Et nous avons évidemment Daryl qui est avec nous. Et Daryl qui a convié justement, tu peux venir. Oui. Daryl qui a convié justement Karine à venir sur le plateau ce soir. Et il va nous expliquer pourquoi. Bonsoir tout le monde. J'adore cette transition. Donc voilà. Alors déjà, je vais présenter déjà l'association UBACH dans son ensemble, dont Yoel, Mehdi et Miguel en font partie. Pour pouvoir déjà situer le contexte. Alors déjà, le débat va s'orienter sur l'apprentissage par les jeux vidéo. Et justement, je voudrais demander à mes camarades déjà ce qu'est l'association UBACH et ce que nous essayons d'apporter sur le territoire guadeloupéen. Donc Yoel, je te laisse commencer. Ah, on va pas laisser Yoel parler. Ou alors Mehdi. Mais évidemment, on va laisser tous les membres sont faire ça. Allez, l'art du pitch. Bon, du coup, l'association UBACH, c'est une association déjà étudiante qui travaille avec le pôle Guadeloupe pour tous ces projets en majorité. On travaille surtout sur la vulgarisation du numérique, à savoir de pallier aux problèmes de fracture numérique qu'on a en Guadeloupe et surtout le retard en fait au niveau des technologies qu'on a vis-à-vis aussi de la jeunesse. Et puis par le biais de projets, on permet aux étudiants de pouvoir approfondir leurs connaissances et mettre en pratique les compétences qu'ils apprennent via les études universitaires notamment. Et voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, Miguel. Ce que je pourrais rajouter, c'est que au sein de l'association, on a des membres qui sont, on va dire, les connaisseurs. Oh là. Les connaisseurs, c'est-à-dire mon cher Miguel. Mais non, c'est ceux qui sont, ont des formations, qui sont par exemple en L3, en M1, etc. Et on a ceux qui sont les nouveaux arrivants, etc. Et en fait, ce que je voulais dire par là, calmez-vous, c'est juste que en fait, l'association accepte tout le monde déjà, en fait, peu importe le niveau. Et du coup, ils seront accompagnés au sein de l'association dans la réalisation de leurs projets. Et aussi, l'association accepte plein de membres de plusieurs horizons, puisque moi je suis master bio, étudiant master en biologie. Et voilà, c'est juste ça que je voulais ajouter. Oui. Et toi, Yoel, quel est le supplément de formation que tu veux rajouter justement pour étouffer tout ceci? Alors, l'association UBACH se concentre... il faut dire aussi que j'étais le fondateur avec d'autres membres de l'association. Donc, la première idée, à la base, c'était juste de se réunir et de faire de l'informatique. Mais finalement, ça s'est évolué. On a voulu faire beaucoup de vulgarisation, se battre contre la fracture numérique parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel énorme en Guadeloupe qui n'était pas utilisé, qu'on voyait beaucoup d'offres pour
vers l'Hexagone, vers les pays étrangers et jamais vraiment dirigé vers la Guadeloupe. Et on s'est demandé si c'était une question de visibilité ou si c'était une question de savoir-faire. Non, plutôt visibilité et prise de conscience de la Guadeloupe qu'on a des talents en informatique et on a des possibilités énormes. Et du on est dans un environnement, on est dans un environnement parfait. Un article sur l'un des meilleurs hackers mondiaux qui serait guadeloupéen. Oui, et il est marie-galantais. J'oublie son nom, mais d'ailleurs on doit le rencontrer prochainement pour essayer d'avoir une communication avec nous. C'est le parc numérique justement qui est affilié avec ce monsieur. Et Yoel allait sûrement rajouter vis-à-vis de ça par rapport à la problématique. Est-ce que c'était une question de savoir? Est-ce que c'était un manque de communication? L'année dernière, l'association s'était engagée via un concours qui s'appelle le Coding Game pour mettre justement en avant la jeunesse vis-à-vis de la programmation. Donc en gros, ils étaient réunis pour s'essayer, se challenger entre eux afin de pouvoir créer une petite compétition avec nous de manière conviviale, et ça permettait à la fois de se connaître, d'échanger, et en même temps les professionnels qui étaient de Jarry pouvaient voir à peu près ce que donnait la jeunesse actuellement. Et c'est pour ça que en soi d'ailleurs cette année cette formule va être réétayée. En effet, déjà concours de coding. Exactement. L'objectif quelque part, c'est de débusquer les talents, les gens qui sont passionnés, les gens qui aiment même faire des petits jeux, parce que c'est ça l'objectif du concours. C'est des jeux qu'on code. Quelque part, c'est pas le jeu en entier, mais c'est son comportement dans le jeu. Si vous êtes du genre à jouer aux dames d'une certaine manière, votre objectif, ça sera de donner à votre joueur la capacité de jouer à votre place. C'est ça le jeu. Mais l'objectif, quelque part, c'est de mettre en valeur des Guadeloupéens par rapport aux entreprises qui veulent recruter. Montrer à tous ceux qui ont des projets, et même pas forcément les entreprises, aussi les entrepreneurs. Porteurs de projet, hein. Porteurs de projets, entrepreneurs, les startups aussi, voilà. De voir qu'il y a beaucoup de ressources ici pour tout ce qui est intelligence artificielle, programmation, en tout genre. Et c'est pour ça que le Coding Game est à la fois un apprentissage ludique et pédagogique. Via un jeu vidéo. Enfin, on pourrait l'expliquer comme étant un jeu vidéo où l'individu doit apprendre à coder pour avancer au niveau des challenges qui lui sont proposés, etc. Et ça permet de montrer qu'il y a différentes panels de jeux qui malheureusement ne sont pas assez mis en avant, et c'est ce dont on va débattre ce soir. Alors mon invité Karine Duménil, justement, qui je te laisse te présenter. Karine Duménil de Startup Grind. Voilà, exactement. Je préside l'association Startup Grind depuis 3 ans maintenant. Donc l'objectif de Startup Grind, on a des objectifs un peu communs avec WeBash, c'est de faire de l'éducation et de la pédagogie au numérique. Donc on fait des conférences, des ateliers, des workshops. Et depuis le mois de septembre, je crois, octobre, on a obtenu un label French Tech puisqu'on est devenu incubateur labellisé French Tech. Donc là aujourd'hui l'objectif c'est de passer un step à partir de 2021 et de pousser l'accompagnement à la création d'entreprises et faire pas que l'accompagnement à la création d'entreprises, parce que on est dans une période où il faut aussi accompagner à transformer, à la transformation digitale. Et le but aussi chez Startup Grind, c'est de ne pas toujours rester sur le côté startup et geek, c'est de pouvoir diffuser le numérique, le digital dans les entreprises traditionnelles, puisque pour moi, le numérique n'existe pas sans l'économie traditionnelle. Donc il faut créer un équilibre entre tout ça. On fait du neuf avec du vieux, en gros. Par exemple, on m'a toujours dit que faire de la robotique en Guadeloupe, ça serait impossible. On n'a pas encore vu, mais il faut quand même quelqu'un ou un groupe de personnes pour initier le mouvement. Il faut un bon projet. Qui faisait ça. Il y avait, comment il s'appelait, Audric Fosta qui avait créé des robots danseurs. Donc, c'était une première approche. J'en ai déjà entendu parler. Ouais, c'était top. Franchement, je ne sais pas s'il a... Oui, il a été incubé à New York d'ailleurs. Oui, j'en ai entendu parler de lui. Ouais. Je connais une personne. Il avait été incubé à New York et moi je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait des talents. Pour moi, dans les années à venir, la Guadeloupe a une place géographique qui est importante pour devenir, selon moi, un hub numérique. Exactement. On peut faire tout ce qu'on veut en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Nous, on a obtenu le label Startup Grind parce qu'on nous a dit vous avez une position géographique intéressante.
Donc, si vous arrivez à pousser l'écosystème, si votre écosystème arrive à pousser correctement, ça veut dire qu'on pourra avoir dans 10, 15, dans une génération en fait, avoir peut-être les meilleurs développeurs de la Caraïbe, même du monde, ou même des Amériques. C'est l'objectif de l'UPH. Et donc, vous parliez tout à l'heure de compétences qui sont d'offres d'emploi de développeurs qui sont toujours à l'étranger ou pas. Pour moi, c'est même plus une problématique aujourd'hui. On rentre dans tout ce qui est télétravail, etc. Et c'est une thématique qu'il faudra aussi pousser dans les jours à venir, qu'il faudra approfondir d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut être développeur en Guadeloupe, travailler pour n'importe qui. On a un fuseau horaire qui est super intéressant. Donc il faut exploiter ce fuseau horaire et internationaliser les compétences des développeurs de façon à ce qu'ils puissent travailler de la Guadeloupe avec des entreprises internationales. Pour moi, il n'y a plus d'obstacles possibles, il n'y a plus d'excuses, quoi. Et on peut faire des jeux vidéo aussi, et de la robotique, mais ça doit venir de nous. Je parle aux jeunes qui regardent, aux petits d'ailleurs, qui disent, les lycéens qui pensent qu'on ne peut rien faire en Guadeloupe. Il faut lancer. Exactement. C'est les parents qu'il faut aussi sensibiliser, parce que c'est vrai qu'il y a toujours l'image négative. L'image du gamer qui est avaché dans sa chambre à bouffer des pizzas H24. Or aujourd'hui, je sais pas, j'entame le sujet. Ça rentre dedans. Voilà. On est dedans. Et c'est important de valoriser en fait les lycéens, les jeunes qui jouent aux jeux vidéo, puisque aujourd'hui dans l'apprentissage, depuis quelques années, on a beaucoup entendu parler de serious game, et donc cet apprentissage par des jeux sérieux reste important pour d'ailleurs. C'est même des neurosciences d'ailleurs, justement. Exactement, on se base sur les neurosciences puisqu'on sait comment le cerveau fonctionne pour apprendre. Donc aujourd'hui, on fait des expériences immersives grâce au serious game. Et le jeu vidéo est important pour aussi maintenant même recruter. On demande par exemple pour recruter des développeurs, ce que vous faites avec le Coder Game, c'est ça ? Le Coding Game. Le Coding Game. Aujourd'hui, on demande. Il y a des agences de recrutement qui sont spécialisées là-dedans. Et donc l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle un hackathon, en gros, c'est ça. Un hackathon. Et donc on demande par exemple, si toi tu es fan de Call of Duty, dis-moi comment tu vas coder l'intelligence artificielle du jeu pour pouvoir passer tel module, tel step, ou même changer ce que tu veux toi dans le jeu vidéo. Voilà. Je serais même de dire qu'est-ce qui ne joue pas ici. Moi, je joue pas. Levez la main. Voilà, plus le temps, on peut se comprendre. Vous savez, il n'y a pas d'âge. Exactement comme pour le sport ou tout autre, il n'y a jamais. Clairement, il n'y a pas d'âge. Par contre, j'ai une console chez moi, j'ai une PS4 chez moi. Ouais, mais j'ai pas le temps d'y jouer. À l'ancienne, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie d'éviter les parents, justement. Tous les parents. Même les parents, justement, dès que vous achetez un jeu à votre enfant, essayez de voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux l'univers. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a d'important pour les gamers aujourd'hui, c'est qu'on passe à une professionnalisation. Donc aujourd'hui, même les grands cabinets de recrutement mondiaux sont en train de créer des sites web de recrutement dédiés au gaming. Alors même si on voit des gamers qui gagnent des millions aujourd'hui, c'est comme sur Fortnite, etc. Voilà, il y en a très peu. Mais le but, c'est de récupérer ce qu'on appelle d'évaluer les soft skills, donc les compétences comportementales, pour ensuite les dupliquer dans la vie réelle. Donc pendant que vous jouez, on va évaluer votre capacité à travailler en équipe, votre capacité sur du leadership. Et donc, on va se dire, et là, ça permet aussi de recruter des profils, en fait, qui seraient jamais recrutés autrement. Quand vous recevez un CV, vous savez pas si le développeur, il sait bien coder ou pas, en fait. Est-ce qu'il a l'esprit d'équipe ? C'est ça, on le voit exactement. C'était l'un des objectifs de l'association. Il faut dire, moi, par exemple, j'étais un très, très grand joueur. Je jouais tout le temps, dans ce sens-là. Tu veux dire je jouais beaucoup. Grand par le classement ? Non. Je jouais, mais je jouais. D'accord, on aurait été vérifié, je te préviens. Depuis que je suis tout petit, j'arrête pas de jouer et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, finalement, ça ne rapporte rien du tout. Sauf que j'ai remarqué que derrière ceux qui jouaient, il y avait beaucoup de compétences, la réactivité, l'esprit d'équipe, la communication. Il n'y a rien d'autre à part le sport où il faut communiquer autant avec les gens et les découvrir réellement, n'est-ce pas Miguel, n'est-ce pas Daryl? Oui, il faut communiquer réellement et des fois on se dit des choses dures, mais là on apprend encore plus à communiquer et ça développe déjà quelque chose où en entreprise qu'on découvre normalement en entreprise où le leadership, comment communiquer, réagir, etc. Et indirectement on développe petit à petit des compétences
qui ne seront malheureusement pas forcément mis en valeur, à moins qu'il y ait ce genre de projet. Oui. Non, mais c'est pour ça que que les jeux vidéo actuellement sont considérés comme étant attractifs, que ça pouvait ramener de l'audimat, et les Jeux Olympiques de Tokyo qui auront lieu en 2024 justement, ce sera pour la première fois où les jeux vidéo seront parmi dans les e-sports. Les e-sports et tout. dont c'est la bonne ville pour commencer. League of Legends, FIFA, je sais pas s'il y a encore Street Fighter et tout. Donc il y aura des Jeux Olympiques de FIFA. Mais pour que tu puisses te rendre compte, Harold, un jeu comme par exemple League of Legends, ils ont commencé les Worlds Ah, c'est ça. en S1, enfin en saison 1, il y avait, allez, on va dire, je vais dire une connerie, peut-être 1000 personnes. Là maintenant, on est à la 11e saison, l'année prochaine. Il y a des millions de personnes qui vont. 50 millions, voire même. 1000 à 50 000. C'est de vues. T'imagines? Et là, cette année, c'était en ligne, parce qu'il y avait le confinement, Covid, tout ça. Donc, il y avait encore plus de visionnage, plus de visibilité sur le jeu. Moi, ce que j'aimerais préciser aussi, c'est certains chiffres, puisqu'on parle un peu de chiffres là, c'est que faut quand même reconnaître que les Français sont parmi les meilleurs en matière de jeux vidéo, en tout cas, le développement de jeux vidéo, et qu'aujourd'hui, le jeu vidéo pèse 5 milliards d'euros en France uniquement. 5 milliards d'euros en France. Et là, aujourd'hui, selon les chiffres qu'on a, c'est que dans quelques années, on aura 200 000 postes de développeurs à pourvoir pour les jeux vidéo. Mais je le dis, sincèrement, chers parents, quand vos enfants ont 3 ans, enfermez-les dans une pièce, apprenez-leur à coder. C'est l'avenir, ça va clairement, ce sont les métiers d'avenir. Et il faut vraiment insister là-dessus parce qu'on a 2 écoles qui s'affrontent aujourd'hui. Ah, le numérique, mon Dieu, ça nous fait perdre des emplois, mais il ne faut pas oublier que ça va créer de nouveaux emplois aussi. Mais en fait, la création d'emplois sera sur le numérique. C'est-à-dire qu'ils vont abattre le secteur tertiaire, je l'ai déjà dit ça, il va... Oui, mais pas forcément, puisqu'on a des... Alors, je ne vais pas nommer cette marque, mais on a une entreprise de menuiserie qui fabrique de jolies cuisines. Voilà. Et cette entreprise, dans les années 90, a remplacé son unité de production, ses menuisiers, en fait, par une unité de production automatisée, avec une petite avance en intelligence artificielle, c'était dans les années 2000, je crois. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise, à l'époque, avait peut-être 90 salariés. Aujourd'hui, l'entreprise est présente partout dans le monde. Ils sont à peut-être 1000 ou 2000 salariés. Mais ce qui a été proposé en interne, et c'est là où les ressources humaines et la formation restent vraiment primordiales pour faire ce transfert de technologie et de compétences, c'est que tous les menuisiers qui faisaient tout à la main à l'époque sont passés au service qualité et ont appris contrôle qualité et la maintenance de la machine en question. Donc il n'y a pas eu de perte d'emploi. Il y a eu une multiplication. Sur ce secteur-là, ils ont su effectivement, on va dire, recycler les emplois, mais il y a d'autres secteurs. Par exemple, moi je prends le secteur bancaire. Une fois que les IA seront au point, elles pourront calculer des crédits, elles pourront tout faire. On n'aura pas besoin de conseiller client. Si, on aura besoin de conseiller encore. Oui, il faut toujours quelqu'un derrière pour vérifier le toujours travail, quelqu'un pour contrôler la machine. Pour le moment. D'accord, pour le moment, parce qu'ils mettront l'IA pour contrôler l'IA. Moi, je dirais pour le moment. Moi, je ne suis pas sur le contrôle. Pas que pour contrôler la machine, parce que il y a la relation client aussi qui reste importante. Pour moi, le conseiller, on se plaint tous de pas pouvoir joindre nos conseillers par téléphone. Et certaines banques l'ont bien compris. En effet. Là, le conseiller, il sera plus disponible pour vous envoyer des emails dans les 24 à 48 heures. Et il y a déjà des banques qui le font aujourd'hui. On peut même maintenant, on a même nos devis, nos factures qu'on peut faire via les outils bancaires. Mais on a plus le conseiller est beaucoup plus disponible pour comprendre votre situation personnelle et vous proposer des produits à la carte. Donc pour moi, au niveau de la banque, les conseillers ne vont pas disparaître. Encore faudra-t-il que les entreprises souhaitent maintenir leur masse salariale. Parce que c'est en prévision on a minimisé nos coûts, on a des machines, on va payer l'entretien des machines et on fera des économies effectivement. Puisque c'est déjà le cas, ils ne remplacent pas forcément tous les contrats, les départs à la retraite ne sont pas forcément remplacés. Donc moi j'ai une vision sur le long terme qui n'est pas très... Après, sur le contrôle, on va avoir différents types de contrôle aussi. Pour moi, une fois qu'on aura atteint le sommet en matière d'IA, on aura des métiers traditionnels qui vont revenir dans l'équation.
et notamment tous les métiers liés à l'éthique et à la philosophie. Donc ça veut À dire moins qu'il fasse une IA programmée en éthique et en philosophie. non, parce qu'il faudra trouver la limite à un moment donné. Ah oui. Va dire ça à Google Après, et on dit Facebook. ça. Il faudra en faire entendre à certains GAFA que l'être humain quand même devrait garder une certaine place. Mais quand on a eu l'exemple avec Amazon qui a sorti les entrepôts 100% automatisés, Oui. et genre vraiment 100% automatisés, genre il n'y a pas un être humain à l'intérieur, ça ne laisse pas augurer de bonnes choses pour l'être humain. Oui, mais à un on sera moment- obsolète quoi en fait. Pour moi, de toute façon, alors c'est vrai que je suis pas pour le 100% numérique, digital, Ce etc. serait pas bon. Mais à un moment, la machine, elle va Elle va prendre une s'essouffler. place importante. Elle va s'essouffler. Il y aura des. Tu penses il y aura qu'elle va des bugs. s'essouffler Oui, il y aura des bugs. On peut pas faire 100% confiance à la machine. On va arriver à un Non, moment pas où on 100%, pourra pas. mais 100%. et Expliquez ça à 20%. Google. Expliquez. Oui, après, il y a les lois. Après, il y a les. Il faut, alors, il y a du lobbying à faire aussi, hein, parce qu'on reste un peu spectateur souvent, mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est, il faut faire du lobbying pour dire nous on veut ça, nous on veut pas ça, il faut légiférer comme ça. Et là, on voit quand même qu'il y a quand même un coup de frein à main qui est mis sur les GAFA en France, notamment sur le paiement de l'impôt. Oui, et c'est ça qui fera la différence. C'est je vrai pense. qu'en France, Ah oui. ils essaient de mettre un haut là, mais quand on regarde par exemple une audition de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain et qui se permet de dire qu'il ne répond pas aux interrogations, j'ai envie de te dire que la loi, bon, les GAFA, ils sont un petit peu légèrement dans la stratosphère comparativement à la loi. Oui, aux États-Unis, ouais. Ils possèdent des pays, enfin, je pense qu'on n'a pas bien vu l'importance qu'ils ont pris dans l'économie mondiale. Oui, après, c'est à nous, utilisateurs aussi, de changer. On a Quant aussi. Mais est-ce qu'on pourra faire marche arrière? Concrètement, pour moi, les GAFA, les quatre, ils possèdent le monde en fait. Ah oui, là on ne le aussi, dit pas c'est comme vrai ça que- pour l'instant, mais ils possèdent déjà la Je planète. pense sincèrement que, comme on a pu le voir plusieurs fois durant plusieurs années, il y aura de nouvelles tendances. Ouais, je pense j'imagine. aussi. Et par là, il y aura de nouveaux emplois. Des fois, vous regardez peut-être votre enfant en train de faire des TikTok, etc. En train Il y aura de peut-être dire- le métier de TikToker. C'est ça que j'allais dire. On va parler des influenceurs. Mais par exemple, quelque part derrière ça, il y a une grande créativité qui est mise à l'épreuve. Pas forcément en TikTok, vous mettez TikTok de côté, etc. Mais il y a des compétences que vous développez petit à petit en mettant en scène tout le temps comme ça. Et quelque part, je veux rejoindre par exemple, on va prendre l'exemple du jeu vidéo, où maintenant, il y a les gens qui jouent, mais il y a les gens qui présentent. Il y a la présentation des jeux vidéo, il y a les gens qui regardent les gens jouer. Exactement. Et Et quelque les part, testeurs aussi. les J'ai coachers. jamais cru que ça existerait. mais quelque part, tout le monde critique un petit peu ce côté-là. Il y a les casteurs Et il y a les aussi. coachs, Il y a les et les casteurs. Ouais. Et quelque Pour part, les jeux tout le vidéo, on monde- précise, hein. Exactement. Ah oui, oui. Et c'est la nouvelle génération. Enfin, désolé pour. Mais Yoël, justement, est-ce que c'est pas éphémère? Est-ce que ce ne sont pas des métiers, On s'est dit- codeurs, programmateurs, spécialistes en robotique? Ça, on sait que pour les 100 000 prochaines années, c'est bon. Quelque Mais part, en fait, quelque Harold- part, est-ce en que, fait, Harold, quelles que soient les générations, on s'est toujours dit que c'était temporaire. Éphémère, ouais. Par exemple, Oh, mais le football, youtubeurs, ils vont pas le faire- football, je pense qu'ils vont tout le faire monde l'enfer. regarde du football maintenant. Attention. Alors que Non. fut une époque, c'est un sport comme les autres. Ah. Et ça fait énormément d'argent. Et c'est un petit peu le même cas des jeux vidéo, les gens qui regardent les jeux vidéo. Ok. À force d'avoir plus de joueurs, le monde du jeu vidéo a son public et a encore plus d'impact quelque Je vais part. rebondir. Tu voulais dire quoi, Miguel? Ah ben plein de choses, parce que moi j'aime bien parler. Ah ben déjà premièrement, je voulais dire que... Mais tu vas conclure parce qu'on est déjà arrivé au Ah, terme. ah, Vas-y, Bon, vas-y. je voulais dire, tout à l'heure on a dit aux jeunes de s'orienter vers le numérique, la programmation, tout ça, enfin bon, tout ce qui l'englobe. Je leur dis quand même de ne pas oublier les secteurs de la Terre, puisque moi, Il est très proche de la Terre, Ouais, Miguel. enfin, bon, voilà, et en plus surtout je suis en filière. Un jeu vidéo pour pouvoir Planter. apprendre Farming simulator de manière efficace et écologique aussi. On peut toujours lier le J'allais numérique partir avec. dessus. Il y a toujours des angles morts. Il y a Flight Simulator, par exemple, pour vous apprendre à piloter un avion. À Il y a piloter. beaucoup de fans Mais qui oui, voulaient c'est- absolument apprendre à piloter un avion. Ils l'ont fait via Par le exemple, Flight les Simulator. auto-écoles, maintenant ils utilisent des Exactement. simulateurs de Exactement. conduite, ça permet de limiter les Même accidents. si c'était etc. déjà utilisé dans le monde. Donc le jeu va Ouais. rentrer dans plusieurs applications Alors, de la et vie. donc- Et donc, Et là, comme c'est moi qui fais ça, c'est mon pur. J'avoue, parce qu'on n'a plus de temps, on va laisser Miguel parler. Donc je disais en fait. Et Mehdi que- nous dira un petit mot aussi, vite. On verra on peut observer qu'en fait il y a une augmentation, comme je vous ai dit par rapport au jeu que j'ai cité tout à l'heure là, il y a une augmentation en fait de l'influence, il y a des nouveaux métiers qui se créent, il y a de nouveaux publics qui s'intéressent.
Et les youtubeurs, on est en train de se demander est-ce que c'est quelque chose qui va en fait perdurer, ben forcément, puisque dans la mesure où avant, ben vous êtes présentateur de télé, mais YouTube entre guillemets peut-être c'est le futur. La télé de demain. La télé de Bien demain. sûr. Maintenant vous faites des lives YouTube, vous faites des lives C'est vrai. Facebook, C'est vrai. vous faites des lives d'autres lives. Enfin voilà. Moi, c'est sur Insta, Sur Facebook. Insta aussi, voilà. Donc en fait voilà, c'est comme ça que je. D'accord. Il Si faut... tu veux. Et ça peut aller dans tous les Ouais, sens. je voulais juste rebondir pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, les scénarios qu'on retrouve dans les jeux vidéo, on les retrouve aussi sur des thématiques plus larges comme le développement personnel et on trouve des coachs qui mettent en place des scripts de jeux vidéo dans leur programmation, dans leur programme de formation. Et maintenant, les personnages de jeux vidéo sont des vrais acteurs, souvent. C'est des acteurs Oui, qu'on voit à tout la à télé, fait. comme dans Call of Duty, comme Ou dans les beaucoup casteurs, de Little Hope, par exemple. trucs Voilà. scénaristiques. Et comme Grand je disais, acteur. il y a des mélanges, il y a Farming Simulator pour Ouais. apprendre à cultiver la terre. Pardon. Il y a des jeux pour vous apprendre à parler japonais, il y a toutes sortes de jeux. Sans Il y parler a de la l'histoire, VR apprendre aussi, hein. l'histoire, Ouais. apprendre la politique. Déjà, coronavirus, il y a des gens qui ont forcément joué à ce jeu. Ça s'appelle Plague, ou sur votre téléphone portable, vous créez votre propre virus, désolé, et vous vous amusez à le mettre sur un À le pays répandre. et exactement, et vous aviez gagné dès que vous aviez tué tout le monde. C'est un petit peu glauque, mais bonne soirée, au revoir. Merci en tout cas d'être venu. On va s'arrêter là. On a déjà dépassé largement Le temps, rendez-vous. c'est clair. Donc, merci de nous avoir écoutés. Et je te laisse le mot de la fin, Harold. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir encore une fois de vous recevoir. Vous l'aurez compris, chaque semaine, le mardi précisément, on parle numérique avec nos jeunes de l'association Webash. Ils sont très pédagogues, franchement, ils ont tellement de connaissances. Prenez plaisir à les écouter comme moi-même ou vous renseigner sur l'association en question. Si vous êtes étudiant à Fouillol, vous l'avez entendu, il n'y a pas de question de spécialité, de filière. Enfin bon, vous pouvez travailler avec eux pour faire avancer effectivement ce pays. Merci encore à vous d'être venus. Merci à toi, Karine. Bah, Karine, merci. toujours sur les bons plans. Donc, Karine, qui risque de rejoindre Webash. Tu rejoins Webash ou pas? Bah, on a déjà travaillé ensemble. Hein. On est très bien. Karine, toujours sur les bons plans. Voilà. On se retrouve demain pour un prochain focus. En attendant, passez une bonne soirée sur Canal 10 et on vous fait des bisous. Bye bye. Bye.